Bienvenue à tous sur le débat Convainc-moi ce matin. Dès le mois de février, mois de célébration de la journée des zones humides. C'était donc le 2 février, mais les débats, l'attention reste focalisée encore sur les questions de conservation, de préservation et surtout de valorisation de ces zones humides. Le Bénin n'a pas encore une politique générale assez bien précise sur la valorisation, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, d'autres pays de la sous-région qui sont très bien avancés sur les questions de valorisation. Qu'en est-il concrètement? Quelles sont donc les méthodes à utiliser pour mieux valoriser ces ressources naturelles que nous avons dans notre pays? Nous en parlons ce matin avec un cadre du domaine de valorisation des ressources, de ces ressources naturelles des zones humides en général. Il s'agit de Dr Landrick Estelle Brun. Elle est donc enseignante-chercheur à l'université d'Aoumé-Calavi, géographe environnementaliste. Madame Brun, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Tout le plaisir fait pour moi. D'accord. Alors, je l'ai dit dans l'introduction, on parle beaucoup plus de conservation, de préservation des zones humides chez nous au Bénin. Mais la valorisation, on n'en parle pas beaucoup. Mais pourtant, ça devrait être aussi une priorité. Mais en attendant d'entrer dans le vif du sujet, ces zones humides que nous avons aujourd'hui, quelles sont les pressions et quelles sont encore leurs utilités en guise de rappel? Ok. Merci, monsieur, pour m'avoir invité sur votre plateau. Je vous remercie beaucoup. Au fait, nous avons les pressions de toutes parts. Les pressions sont d'ordre naturel et d'ordre humain. Les pressions, surtout humaines, sont plus alarmantes. Là, nous pouvons parler des agriculteurs. Les agriculteurs, pour avoir de l'espace, il faut défricher. Et là, ils vont dans les zones humides pour pouvoir trouver la fertilité des sols. Là, on parle des terres arables. C'est de là, ils vont là-bas pour pouvoir trouver une bonne productivité pour leur culture. Et nous avons aussi les pêcheurs. Les pêcheurs, pour pouvoir ramasser beaucoup de poissons, mettre des produits chimiques dans les zones humides, dans le lac, puis dans le cours d'eau, pour pouvoir ramasser beaucoup de poissons, des alevins, ils ramassent toutes sortes. Nous avons aussi la pratique des acadias, qui sont désormais proscrits par le gouvernement maintenant. C'est pour ça que sur le lac Aïmé, il y a eu des trucs, des valorisations qui ont été enclenchées dans le temps et ils ont détruit tous ces acadias-là. Parce que ça encombrait, exactement, ça encombrait le cours d'eau. Et puis, il n'y a plus de circulation, tout est moche dans le cours d'eau. Donc, tout ça là était vraiment lié aux pressions. Parce que l'homme vivant dans la nature a besoin de se nourrir. Et là, il se sert des biens environnementaux, des biens naturels qui sont à sa portée, à son environnement. Donc, tant que l'homme existe, nous avons toujours des pressions qui doivent s'exercer sur ces zones humides, puisque c'est des zones d'envergure vraiment qui renferment beaucoup de fertilité, de terres arables. C'est de là ils vont. Les agriculteurs aussi, vous avez vu qu'au bord des cours d'eau, les gens font des cultures maraîchères. Et quand on fait des cultures maraîchères, les gens mettent aussi des produits chimiques. Tout ça là, quand il pleut, tout ça là ruisselle dans les cours d'eau. Un milieu humide dynamique. On devait prendre des mesures ici, mais jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris l'importance des zones humides, puisque la méconnaissance de ces zones humides a fait que les populations riveraines n'ont pas encore compris le réel message que véhiculent, que ces zones humides nous procurent. Pas des biens environnementaux, aussi bien des services écosystémiques que ces zones humides nous fournissent. D'accord. Alors, on en a parlé surtout sur ce Nous avons aussi le transport des produits frelatés comme l'essence. Sur les zones humides. Sur les zones humides, surtout à Soava, les zones où c'est uniquement l'eau. L'eau est le facteur le plus abondant dans leur zone là. Nous avons tout ça là qui inonde les zones humides, les sachets plastiques, les déchets, les ordures ménagères, tout ça là sont des pressions exercées sur les zones humides et qui encombrent ces zones humides.
Et qu'ils empêchent de jouer leur rôle. Leur rôle. D'où les produits halieutiques, même les poissons que nous consommons là. Il y a des produits chimiques dedans et nous consommons. On ne le sait pas. Tout ça là, ça impacte sur l'environnement et sur la santé de l'être humain. Mais justement, mais vous les scientifiques, vous en parlez surtout. Mais est-ce qu'il y a des, par exemple, par rapport à ces exemples, est-ce qu'il y a des études qui l'ont montré? Oui. C'est vrai qu'il y a eu le cas de Lactoro il y a quelques années, mais finalement, comment ça a évolué? On ne sait pas, on n'en est pas sûr. Le dossier a évolué, comment ça va. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tests, des études qui ont prouvé effectivement que, vu donc la pollution de ces zones humides que nous avons, les ressources qui s'y trouvent représentent aujourd'hui un risque, surtout en matière de consommation? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce domaine-là. Nous avons les études développées par Madame le professeur Pazou, Madame Pazou. Nous avons aussi Edo, le professeur Edo. Ce sont eux qui parlent surtout de la toxicologie des zones humides. C'est leur domaine. Donc, quand ils prennent les produits halieutiques, là, le poisson, ils mettent ça au laboratoire, ils analysent ça. Quels sont les produits chimiques qui sont dans ces se retrouve dans ces organismes. Dans ces organismes-là. Quelles sont les cultures, même les cultures. Les avions qui passent là, ils émettent aussi des produits chimiques. Et on fait des cultures maraîchères. Alors, c'est assez tout intéressant. Ça là, c'est lié à ça. La toxicologie des zones humides, c'est assez intéressant. On va fermer la parenthèse et parler de cela après. Maintenant, aujourd'hui, mais on entend parler de questions de variation aussi. Il y a une question importante qui découle du constat que vous avez fait en ce qui concerne l'intervention de l'homme. Vous avez parlé du facteur anthropique surtout. Alors, l'intervention de l'homme, mais il y a quand même des cadres légaux qui régissent quand même le contrôle, l'intervention, l'exploitation de ces ressources au Bénin. Oui, il y a des cadres. Est-ce que ces lois sont appliquées réellement? C'est là le problème. Parce que si nous prenons même une zone humide là, avant de faire des cultures maraîchères, il faut une distance de 50 à 100 mètres. Les gens ne respectent pas ça. Il y a des tests qui régissent tous ce tremplin-là. Mais au Bénin, le problème est qu'il y a les tests ne sont pas appliqués. C'est là le vrai problème. Donc il va falloir... Mais qui doit faire appliquer, qui ne le fait pas? Bon, c'est l'État. Parce que les acteurs du domaine, la société civile en parle surtout, la société civile militante pour l'environnement, les scientifiques comme vous en parlez, les acteurs politiques viendront vous dire aussi la même chose. Mais finalement, qui doit respecter la loi et qui ne la respecte pas? Et qui doit faire respecter la loi Qui doit faire respecter la loi? C'est l'État. Et l'État à travers une sensibilisation. Parce que je le dis toujours, tant qu'il n'y a pas de sensibilisation à outrance là, le message ne peut jamais passer. Parce que les populations qui sont dans ces zones humides, c'est des pauvres. C'est des pauvres. Et c'est des gens illettrés. Et il va falloir vraiment une sensibilisation à outrance dans leur langue. Passer à la radio comme des affiches, comme des crieurs publics pour pouvoir annoncer à ces gens-là comment utiliser la ressource zone humide. Si vous ne passez pas l'information et on commence par faire la répression, ça ne peut pas marcher. En toute chose là, vous croyez que ce que Ramsar fait chaque année, la convention de Ramsar fait chaque année pour les zones humides, c'est du bluff? Non. Il passe d'abord par la sensibilisation, la communication et l'information. D'accord. Vous comprenez? Chaque 2 février de chaque année là, en donnant un thème spécifique là, c'est pour d'abord sensibiliser, communiquer et passer l'information. Sans la sensibilisation, on ne peut jamais aboutir à ce qu'on veut. Mais on ne prendra pas tout le temps pour sensibiliser, parce que le débat sur les zones humides, ça fait quand même plusieurs décennies. La lutte des OSC, ça fait plusieurs décennies. Les efforts de l'État aussi, ça fait des décennies. Mais sur le terrain, ce n'est peut-être pas, les résultats ne sont pas perceptibles. Est-ce qu'on va passer tout le temps à sensibiliser? On ne peut pas passer tout le temps à sensibiliser. Si il faut, la sensibilisation dont je parle là, il faut que l'État aussi prenne ses mesures. En faisant comment? Vous prenez cette année maintenant,
dans une année, vous sensibilisez au moins 3 fois ou bien 4 fois. Ça veut dire quoi? 3 mois, vous pouvez sensibiliser, mais 4 mois, vous pouvez sensibiliser. Si vous prenez 1 an et demi, 2 ans et demi avant de faire la sensibilisation, ça ne peut pas aller. Vous comprenez? Il faut que la population riveraine, les pauvres dames, soient imprégnées d'abord de la situation. Et d'abord, leur montrer l'impact que ces zones, ou bien l'utilité que ces zones pouvaient leur donner, ou bien pouvaient avoir sur leur santé. C'est ça, on doit passer d'abord. Sans montrer leur utilité, leur impact là, sur leur santé là, la population béninoise ne peut pas prendre conscience, surtout les populations riveraines. Puisque c'est des gens qui sont pauvres et ils vivent à côté de ces biens naturels. Donc, ils doivent utiliser à fond. Pour eux-mêmes, là, c'est leur patrimoine. Pour eux. Alors que ça appartient à l'État. À l'État. D'accord. Merci pour cette précision. Madame Dr Landrick Estelle Brun. Alors, en termes de valorisation maintenant, vous l'avez dit, la politique est presque inexistante au Bénin, la politique de valorisation. Alors, qu'en dites-vous? Vous savez, quand on parle de valorisation, c'est pour donner une valeur ajoutée à quelque chose. Donc, si nous allons parler de la valorisation des zones humides, ça veut dire quoi? Ce sont des mesures d'accompagnement prises par divers acteurs en vue de valoriser ou bien en vue de protéger ou de conserver les zones humides à des fins de projets de développement. Ça veut dire quoi? L'État est d'emblée impliqué dans cette valorisation. On ne peut pas faire une valorisation en l'air. Quand on veut faire une valorisation là, c'est penser à une élaboration d'une politique et de stratégie, sans quoi la valorisation n'est pas possible au Bénin. Il y a certains pays africains qui ont déjà emboîté le pas, comme le Mali, le Sénégal. Mais au Bénin, nous sommes toujours à l'étape de conservation, de protection des zones humides. Ça pose un problème. Il va falloir qu'on avance dans ce sens. Et la valorisation, la différence entre la protection, la conservation et la valorisation, donc il faut y apporter une valeur ajoutée. Il faut rendre le milieu... il faut valoriser le milieu. Il faut donner une valeur ajoutée à ce milieu-là. Et pour donner une valeur ajoutée, ça part d'abord des fonctions, de l'importance des fonctions de la zone humide. Nous avons plusieurs types de fonctions. Vous comprenez? Nous avons aussi une valeur, les bénéfices, les biens environnementaux et surtout les services écosystémiques que ces zones vont procurer à la population. Donc, quand nous voulons parler de la valorisation, on aborde d'abord les fonctions. Et ces fonctions-là sont de plusieurs ordres. Nous avons les fonctions écologiques, les fonctions de régulation, les fonctions de développement, les fonctions touristiques, les fonctions pharmaceutiques et les fonctions liées à l'utilisation domestique. Tout ça là, ce sont des types de fonctions qu'on doit pouvoir identifier. Et quand nous voulons aborder le sens de valorisation là, on doit d'abord faire d'abord un inventaire floristique. Parce que quand on parle de zone humide, il y a des arbres ou bien de la végétation qui entoure ces zones humides-là. Et il y a toujours de l'eau quelque part. Quels sont ces produits-là fournis par ces zones humides? Est-ce que c'est des produits végétaux? Est-ce que c'est des produits halieutiques? On doit toujours évaluer ça là. Est-ce qu'il y a des transports? Tout ça là, c'est à évaluer. Donc, quand nous voulons prendre la valorisation même là, on part d'abord de la fonction. Après la fonction, on revient à la valeur économique totale de la zone humide. Donc là, ça veut dire quoi? On quitte l'environnement pour l'économie. Exactement. On quitte l'environnement pour l'économie. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'il y a une relation entre économie et l'environnement. Donc, pour passer de l'économie à l'environnement, on doit faire une statistique descriptive. Et cette statistique descriptive, c'est lié à des méthodes que vous allez pu définir dans votre canevas que vous voulez faire. Vous comprenez? Donc, si nous prenons la valorisation même, après avoir identifié les types de zones humides, on fait l'inventaire floristique d'abord de la zone humide. On voit
la pédologie, le sol. Quel type de sol? Est-ce que ce sont des sols hydromorphes? Est-ce que c'est des sols ferralitiques? Est-ce que c'est des sols ferrugineux? Ou bien c'est des vertisols? On voit tout ça là, parce que tout ça là, c'est... L'inventaire phonique aussi? Oui. Oui. Tout ça là, c'est inclus. C'est qu'il n'y a aucun maillon de la chaîne, Voilà. de la zone humide qui soit oublié. Tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Mais est-ce que, en matière d'exemples palpables, pour mieux comprendre? Je n'ai pas encore fini. Ah, quand on parle des services écosystémiques, nous avons les services d'approvisionnement, les services culturels, les services de régulation et les services d'existence. C'est pour ça que je parle de la valeur. Nous avons deux valeurs. La valeur d'usage qui est indirecte et directe et la valeur de non-usage. Vous comprenez? La valeur de non-usage, c'est ça qui est appelé la valeur qualitative. Mais la valeur d'usage, là, c'est ça qui est appelé quantitative. Donc, pour faire la sommation, on parle de valeur économique totale. Donc, on doit quantifier et qualifier les zones humides. Donc, aucun maillon de la chaîne n'est oublié. Que ce soit la valeur qualitative, là, on prend ça, par exemple, les aménités récréatives, les touristes qui vont venir, tout ça là, c'est à évaluer. Il y a une norme pour évaluer tout ça là. Vous comprenez? C'est pour ça que je parle de politique. On ne fait pas la valorisation en l'air. C'est pour élaborer une politique. S'il n'y a pas une politique là, la valorisation n'a pas son sens. Vous comprenez? Maintenant, si après avoir élaboré tout ce paramètre-là, élaborer les valeurs écosystémiques, qui sont les valeurs économiques totales, là, j'ai parlé de la valeur d'usage, de la valeur de non-usage, et tout ça, là, quand on finit d'élaborer tout ça, les services écosystémiques, on pense maintenant à quelle méthode, parce qu'il y a plusieurs types de méthodes. Et quel type de méthode sera adapté à telle zone humide là? On pense à tout ça là. Tout ça là, c'est à élaborer. Mais ça n'a pas encore été fait pour nos zones au Bénin. Qu'en est-il concrètement et quels sont les exemples que vous pouvez donner sur ce plateau? Puisque nous avons beaucoup de zones humides en souffrance. Quand vous venez par exemple à Calavi, vous voyez la berge au niveau de Calavi, au niveau du lac Nokoué, tout ceci devait normalement être valorisé. Pour donner de la valeur ajoutée et rendre non seulement le milieu attractif, mais également avoir également les avantages économiques, comme ce qui est en train d'être fait pour la Belgique au niveau de Cotonou, par exemple. Alors, c'est des opportunités aussi d'emploi. Alors, quels sont les types concrets d'exemples qu'on peut avoir? Vous savez, là où l'État a failli, c'est quoi? Et le Bénin a au moins 4 sites comme ça. Il y a même un qu'on a ajouté tout dernièrement, récemment, et la base vallée de Lomé. Bien sûr. Et il y a un qui est encore aussi en cours, le chenal de Gbaga. C'est entre ça se situe entre la frontière Togo, Bénin-Togo. Entre le Bénin et le Togo. C'est une frontière. Nous avons au moins 4 sites comme ça. Et ça veut dire que ces sites comme ça doivent être protégés. C'est pour ça qu'on les a inscrits comme sites comme ça. Donc on doit penser à leur préservation et à leur protection. Mais le cas ici, là, on n'a pas pensé à ça là. Ce sont ces types de sites-là, Ramsar-là, protégés-là, qu'on doit pouvoir valoriser. Valoriser en prenant en compte les biens environnementaux que ça nous fournisse, les services écosystémiques que ça nous fournisse. Vous comprenez? Si je prends par exemple pour le site Ramsar du Sud, ici, 1017 et 1018, nous avons 2 sites Ramsar. Le gouvernement peut dire, je prends le site Ramsar d'abord, 1017 d'abord. Et on met des gens sur ça. Ceux qui sont en la matière et qui sont doués dans cette spécialité-là. Des cadres compétents. On prend ces cadres-là et on met un comité ad hoc et puis on définit. Ce comité ad hoc définit comment on peut valoriser. Et cette valorisation, on définit tous les types de... Parce que nous avons la typologie des zones humides.
quand on prend le sud Bénin, il y a plusieurs types de zones humides. Nous avons des marais, nous avons des rivières, nous avons des fleuves, nous avons des tourbières. Vous comprenez? On a même la mer qui est là. Donc tout ça là, ces différents types de zones humides, tout ça là, c'est à valoriser. Les mangroves aussi. Les mangroves. On peut même jamais oublier ça. Les mangroves. Maintenant, si on prend, par exemple, on prend la mangrove, rien que la mangrove, on adopte une politique. Pour adopter une politique là, il y a des méthodes. Ça veut dire que vous avez déjà défini vos objectifs. D'abord. Et il y a plusieurs types de méthodes. Nous avons la méthode d'évaluation contingente, nous avons la méthode des prix de marché, la méthode de transfert de bénéfices, la méthode de coût de perte ou de dommages. C'est ça que c'est dans ce sens-là je parle de biens négatifs. Les pressions, c'est pour faire ressortir les pressions, comment on peut évaluer ces pressions-là. Nous avons aussi la méthode de préférence révélée et la méthode de préférence accordée. Il y a différents types de méthodes. C'est à nous de savoir si nous allons dans la plaine d'inondation ici, là, quel type de méthode sera appliquée. Quand nous allons dans la mangrove, quel type de méthode sera appliquée. Si moi, je prends par exemple une rivière ou bien une fleuve, et je dis que je prends la méthode d'évaluation par contingence là, ça veut dire quoi? Ça fait partie des enquêtes socio-économiques qu'on doit mener. Et ces enquêtes-là, c'est entre l'État et la population riveraine qui veut utiliser la ressource. Là, on demande le prix à payer si l'État demandait combien vous voulez donner pour préserver ou bien pour conserver votre zone humide là. Quelle serait votre réaction? Quel prix allez-vous donner? Ça veut dire quoi? Si vous posez des questions comme ça à la population, ils vont tailler de l'importance à ce que vous voulez faire. Ah, vous comprenez? C'est des questions qu'on pose. L'État voulait valoriser votre zone humide en faisant telle action, telle action. Maintenant, vous, population, quand je viens chez toi, quel bien, quel prix pourrais-tu donner à ton écosystème si l'État voulait valoriser en faisant telle action? Ah, moi j'ai 10 000, moi je peux donner 100 000. Vous comprenez? Tout ça là incite la population à pouvoir préserver sa zone humide. Ça veut dire quoi? Que l'État, c'est entre l'État et la population riveraine que tout ça là, ça se joue. D'accord. Donc la population, ceux qui sont les occupants autochtones. Exactement. Alors, mais vous avez défini les méthodes, la typologie et tout, la politique qu'il faut avoir. Mais au Bénin, il y a beaucoup de cadres. Vous en êtes un sur ce plateau. Alors, pourquoi, malgré donc l'existence de cette quantité de têtes bien faites sur ces questions précises, la présence de ces experts aussi, pourquoi cette politique est pratiquement inexistante? Est-ce parce que les scientifiques comme vous préférez rester dans les amphis, dans les laboratoires, ou qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour qu'on n'ait pas sur le terrain le travail aussi concerté, cette organisation-là, pour une meilleure valorisation de ces ressources? Vous savez, en toute chose là, et le programme, le PAG, c'est une priorité. Si l'État n'a pas pris en compte cette priorité dans son plan de gouvernement, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut d'abord une priorité, un axe prioritaire pour les zones humides. Donc, vous demandez au prochain gouvernement. Ah oui, au prochain, exactement. Parce que non seulement les zones humides, mais aussi les sachets plastiques. Il faut penser à ça. La gestion des sachets plastiques, là, il faut penser surtout à ça aussi. Moi, je suis fan de défenseur de l'environnement. C'est pour ça que partout où je parle, là, je donne toujours mon cri d'alarme sur la conservation. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de concertation entre politique et cadre que c'est comme le terrain comme ça. Si l'État, avant de venir, n'a pas élaboré, n'a pas pris en compte ce tasse-là, ça serait difficile. Parce que pour valoriser les zones humides, là,
ça prend du temps et ça demande beaucoup d'argent. Ça, là, je vous jure. À l'université, dans les centres de recherche, vous n'aurez pas les moyens pour... Et ce sont les universitaires maintenant qui vont mettre leur argent dedans. Par exemple, moi, dans mon 2A, mon mémoire de 2A, j'ai fait la valorisation des zones humides par rapport à la commune d'Alada. J'ai défini ça et j'ai même publié un article sur ça récemment. Ce n'est pas encore sorti. Qu'est-ce que les politiques au sommet de l'État attendent pour récupérer ces travaux? C'est ça, vous savez, c'est pour ça que je dis toujours qu'il doit avoir une symbiose entre l'université et l'État. S'il n'y a pas ça, c'est grave. On dépose les trucs. Quand moi, je finis toujours, je dépose ça dans ma commune. Il n'y a rien à faire. Ma thèse, mon 2A, mon master, je dépose tout ça là, à la commune. Mais si vous n'êtes pas impliqué trop à la politique là, votre chose là, c'est dans les tiroirs, c'est tout. Alors, donc, quel appel vous avez maintenant à l'endroit de ces acteurs politiques et aussi de la collectivité, les autorités locales? Les autorités locales. Tout part d'abord de l'État. C'est l'État qui doit d'abord mettre ça dans sa priorité. Et ça doit venir au niveau des communes. Et ça oblige maintenant les communes à pouvoir et mettre en place ces actions-là pour pouvoir valoriser les zones humides. Vous comprenez? Si ça ne part pas de l'État, la commune ne peut pas le faire. Parce que ça demande assez de moyens. Je vous jure, assez de moyens. Maintenant, je demande, chers autres, le prochain gouvernement, si c'est toujours le président Talon, chers autres, à penser à la valorisation des zones humides, surtout les zones inscrites sur le site Ramsar. Surtout ça là, on doit pouvoir le valoriser. Même si ça demande beaucoup de financement, il faut donner une priorité. Oui, il faut donner une priorité à ça là. J'exhorte surtout le président Talon, si il arrivait à être réélu, de penser au moins dans son plan d'action, mettre une priorité pour la valorisation des zones humides. Puisqu'il y a des pays qui nous ont déjà dévancés, le Mali, le Sénégal et autres pays. Donc, nous ne sommes pas les moindres dans ça là. Nous avons des cadres compétents pour pouvoir faire cette action-là. Merci, docteur Landrick Estelle Brun, géographe environnementaliste, enseignante-chercheur à l'université d'Abo-Benkalavi. On a parlé de la valorisation des zones humides qui reste un terrain vierge au Bénin. Donc, en plus de la conservation, de la préservation, il faut valoriser, donc ajouter, donner de la valeur ajoutée à nos zones humides et ça permet de régler également des problèmes au plan social et économique et fournir aussi de l'emploi à la jeunesse. Vous avez invité le prochain gouvernement, en fait, pourquoi pas une priorité, et vous avez invité également les cadres scientifiques et aussi militants pour l'environnement à ne pas abandonner la lutte pour donc la meilleure préservation et valorisation des ressources humaines. Merci des ressources humides, des zones humides. Merci à vous, docteur, et merci à nos chers téléspectateurs. On est ensemble pour Matin d'Éden.